bonjour. Donc, je suis effectivement rédacteur en chef adjoint Monde Diplomatique. Je remercie tous les gens qui organisent les rencontres d'économique de m'avoir invité à faire cette conférence d'ouverture de samedi matin. Et puis je vois que c'est qu'en 5 ans, le- l'événement s'est vraiment installé à Aix-en-Provence. Et puis ça fait plaisir de voir dès 10 heures du matin des gens assister à des rencontres hétérodoxes en économie. Je vais commencer donc effectivement par faire une intervention. C'était prévu sur TAFTA, des tribunaux pour détrousser les États. Je vais effectivement parler des tribunaux qui sont censés régler les différends entre États et entreprises, du traité d'accord transatlantique, mais je vais parler plus généralement du libre-échange et de la manière dont le libre-échange s'est intégré dans la vie de tout un chacun. Cette conférence a au moins 3 objectifs, qui est donc, comme je le disais, d'abord d'informer sur le grand marché transatlantique, mais également de mettre ce marché en perspective de ses frères jumeaux qui ont pu être adoptés dans les 70 dernières années, et enfin d'essayer de trouver des pistes pour livrer bataille. Et avant de revenir plus en détail sur ces 3 points, j'aimerais commencer donc par une réflexion sur la place exorbitante que le libre-échange a pris dans nos vies et que le libre-échange occupe dans notre monde. En effet, il n'est pas inutile de lever les yeux des textes et des accords, de quitter un instant le monde des idées pour porter sur les échanges internationaux un regard radiographique. Un regard qui traverse les mots pour faire apparaître les choses, la matière et les structures, parce que le libre-échange, ce n'est pas seulement une idée, c'est quelque chose qui prend corps très concrètement dans l'espace. Ce n'est pas seulement des institutions productrices de droits, comme l'OMC par exemple, c'est aussi un formidable réseau d'infrastructures matérielles, massives, coûteuses, qui sont étendues sur toute la surface des terres et des océans et qui permettent au système capitaliste de fonctionner. C'est donc un ensemble de circuits que je vais lister un petit peu, il y en a plus que ce que je vais lister, mais on peut au moins voir un premier circuit centenaire qui est le circuit qui achemine les matières premières et les hydrocarbures des lieux de production du Brésil, d'Afrique, des pays du Golfe ou d'Australie vers les ateliers du monde. Avant-hier, l'Europe, hier les États-Unis et aujourd'hui l'Asie. Et un deuxième circuit d'information qui est le circuit de l'information. Et je ne dis pas l'information des journaux, mais l'information des entreprises, l'information sur les stocks, sur les commandes, sur les ventes et sur les comptes. Quand j'étais plus petit, puis quand tout le monde, quand nous étions plus petits, eh bien, il était courant de voir à la fin d'année des entreprises fermées pour inventaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a complètement disparu, c'est terminé ou presque. Désormais, chaque pièce dans un magasin, chaque composant est répertorié numériquement, listé, contrôlé. Les stocks, les ventes et les commandes s'ajustent en temps réel. Tout ça grâce à des réseaux informatiques et des logiciels de planification des ressources qui ont permis aux multinationales de mettre en place dans les années 80 le système du juste à temps, c'est-à-dire la production à la demande en fonction de la demande. Ce fut sans doute la première phase de la mondialisation. Les grandes entreprises qui fabriquaient elles-mêmes tout ce dont elles avaient besoin ou presque se sont mises à externaliser massivement la production de composants vers une nébuleuse de sous-traitants dont l'action est coordonnée par l'informatique. L'industrie automobile s'est retrouvée à l'avant-garde de ce processus qui s'est répandu comme une traînée de poudre à partir des années 80, en profitant des différences de salaire et des tarifs douaniers plus faibles sur les produits finis. Ce circuit de sous-traitance et d'externalisation fonctionne tout aussi bien pour les services, comptabilité, facturation, et c'est un système qui est désormais planétaire, à tel point qu'en Asie, le commerce des biens intermédiaires représente plus de la moitié des échanges. Ainsi, pour produire des téléphones, Apple fait appel à des centaines de sous-traitants répartis sur 5 continents qui fournissent des pièces dont l'assemblage s'effectue dans des usines chinoises possédées par une entreprise taïwanaise. Il y a beaucoup de cartes qui montrent ce processus de mondialisation pour fabriquer par exemple un smartphone de chez Apple. Le troisième circuit du libre-échange concerne les produits manufacturés. Il faut savoir que 90% des marchandises vendues sur la planète transitent par la mer, et en particulier sur 2 grandes autoroutes maritimes. La première grande autoroute, c'est la route Asie-Europe, qui va des ports de la mer de Chine aux terminaux à conteneurs d'Amsterdam et de Rotterdam. Et la deuxième route, c'est la route transpacifique qui va d'Asie vers la côte ouest américaine. Et le commerce international, depuis plusieurs décennies, repose sur l'accélération incessante de ce trafic. Le premier conteneur a été mis à flot en 1956. En 30 ans, leur taille maximale des conteneurs est passée de 4 000 boîtes à 20 000 boîtes. Et on l'oublie souvent, la mondialisation est avant tout une aventure matérielle. Pour charger et décharger ces colosses, donc les conteneurs, il faut des terminaux adaptés comme ceux de Fos ou du Havre, des quais renforcés, des portiqueurs géants, des équipements de levage qui fonctionnent parfois automatiquement comme à Rotterdam, où la préparation des conteneurs est entièrement automatisée.
Donc là, on voit bien effectivement la concurrence qui peut s'instaurer entre les ports. On entend souvent que si le port de Marseille a périclité, etc., c'est la faute des dockers de la CGT, alors qu'on voit bien que dans le système capitaliste mondialisé, eh bien, seuls les ports les plus à la pointe, à l'avant-garde technologique, peuvent s'en sortir, et tous les autres se retrouvent à être largués par l'avancée de ces ports. Il faut donc une immense puissance de calcul, effectivement, pour décharger les cargos qui arrivent dans les ports remplis de conteneurs. De nos jours, on ne peut pas charger un navire sans mobiliser des ordinateurs et des logiciels de pointe qui déterminent l'emplacement des conteneurs sur les ponts et les cales en fonction de contraintes multiples. Les plus lourds au fond, les plus dangereux au-dessus, les réfrigérés accessibles. Les boîtes devant être débarquées à la prochaine escale ne doivent pas se trouver sous celles qui devraient être débarquées à l'escale suivante. Il faut équilibrer les masses pour ne pas déformer le navire. Et tout ça se fait grâce à des logiciels très coûteux, grâce à des systèmes informatiques très performants qui effectivement profitent aux villes, aux régions et aux pays les plus riches. Avant les porte-conteneurs, l'escale commerciale d'un navire durait 15 jours. Désormais, une escale d'un navire à porte-conteneurs dure 15 heures. En un demi-siècle, le coût du transport de marchandises s'est effondré. Acheminer un conteneur de Shanghai à Rotterdam coûte moins de 1 000 $. Et si ce conteneur est gorgé de baskets, par exemple, le transport représente à peine quelques centimes par paire. Ainsi, non seulement l'informatique a rendu possible l'éclatement des grandes entreprises intégrées en nébuleuses de sous-traitantes, mais ces sous-traitants pouvaient être distants de plusieurs milliers de kilomètres dès lors que le transport ne coûtait pratiquement plus rien. Le circuit du libre-échange, en plus, ne s'interrompt pas sur le quai des ports. Une fois les conteneurs déchargés, il faut des voies de communication par rail, par route, par canaux, pour faire pénétrer la marchandise au cœur des territoires et éviter l'engorgement dans les ports. Ils font donc des plateformes logistiques et des flottes de semi-remorques qui alimentent quotidiennement les centres commerciaux des marchandises qui seront ensuite achetées. Là encore, la rencontre de l'offre et de la demande à travers l'espace et le temps s'opère grâce ou à cause de l'informatique. C'est par exemple le site de vente d'Amazon qui a poussé cette logique le plus loin. Et si on essaie de cartographier mentalement le système d'irrigation marchand, des centres de décision, c'est pas grave, aux usines géantes, des ports internationaux aux supérettes, des banques d'affaires aux banques de données, on s'aperçoit que les infrastructures du libre-échange sont très inégalement réparties. Merci. Elles connectent certains territoires, les grands centres de production, donc je citais l'Asie, etc., avec les grands centres de consommation. C'est-à-dire, pour faire court, d'un côté les métropoles et de l'autre côté les zones franches du sud et de l'est qui travaillent pour l'exportation. Le reste devient un espace inutile au monde marchand, voué à la marginalisation et à l'abandon. Comme hier, le colonialisme, le libre-échange engendre un développement inégal qui donne à la lutte des classes une dimension proprement géographique. Il reconfigure des régions entières, il remodèle le territoire à son image, et son image, c'est l'image des flux. Aujourd'hui, la devise du libre-échange pourrait être circuler, un mot d'ordre qui partage avec l'industrie financière, puisque l'objectif est d'éliminer toute entrave à la liberté de circulation, à la fois des capitaux et des marchandises. Et c'est d'ailleurs pas un hasard. L'extension des chaînes d'approvisionnement et des transports à bas coût nécessite d'immenses investissements d'infrastructures qui ne sont possibles qu'à une condition, et cette condition, c'est la mobilité du capital. La liberté du capital d'aller acheter le travail humain là où il est le moins cher, à Manchester en 1840, à Longwy, dans le nord de la France, en 1920, à Détroit en 1950, à Osaka en 1980, ou aujourd'hui à Shenzhen en Chine dans les années 2000. Comme l'explique le géographe David Harvey, le capitalisme ne résout pas les crises, il les diffère et les déplace, ou plutôt il les diffère en les déplaçant. Et les accords de libre-échange qui prolifèrent aujourd'hui, qui prolifèrent comme du pop-corn en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont précisément pour objet de faciliter le déplacement des crises du capitalisme, pour objet d'accélérer le circuit de la marchandise et pour cela de dynamiter les obstacles réglementaires susceptibles de l'entraver. Entre 1950 et 2013, le volume des exportations mondiales de produits manufacturés a été multiplié par 73. Et la valeur totale des marchandises échangées a été multipliée par 297. Pour les négociateurs du grand marché transatlantique, ce n'est pas suffisant. Il faut encore accélérer ce processus de circulation de la marchandise, faire tourner la roue encore plus vite. Et face à cette ambition, nous disposons de plusieurs outils. Le premier, ça va être maintenant le cœur de mon intervention, qui est la contre-information. Le deuxième outil qui est l'histoire. Et le troisième outil qui est, comme on peut le voir ici, un certain sens de la bagarre. Alors le premier outil, donc, comme je le disais, c'est s'informer. Et
Et quand je dis s'informer, je veux dire s'informer correctement. Et en démocratie, cela devra aller de soi que l'information est une information correcte, et pourtant, ce n'est pas le cas, et en particulier en ce qui concerne l'économie. Dans cette matière, les grands médias sont la chambre d'écho des intérêts privés. L'association de critique des médias, Acrimed, a par exemple établi par comptage qu'au premier trimestre de l'année 2015, 71% des économistes sollicités par le monde pour traiter de l'Europe sont membres de banques, de grandes entreprises ou de la Banque centrale européenne. Seuls 5% des économistes sollicités sur cette période représentent des points de vue critiques et hétérodoxes. À la télévision, entre 2008 et 2012, soit en 5 ans, 7 économistes se partagent à eux seuls la moitié des invitations dans les émissions de débat de France 2, France 3 et France 5, mots croisés, c'est dans l'air, etc. Il y a Eli Cohen, 37 invitations, Eli Cohen qui siège au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises. Michel Godet, 33 invitations, pareil, conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises. Philippe de Sertine, 32 invitations, membre d'un cabinet de conseil. Jacques Attali, l'auteur du fameux rapport sur la libéralisation de la croissance qu'Emmanuel Macron s'emploie à transposer dans la loi. Christian Saint-Etienne, 23 invitations. Daniel Cohen, 22 invitations. Bernard Maris, qui était donc le seul économiste hétérodoxe, 19 invitations. Et Nicolas Bouzou, 15 invitations. Vous avez donc reconnu que dans cette liste, il n'y avait qu'une voix discordante et puis qu'elle s'est tue en janvier 2015. Sur le libre-échange, le moule est à peu près identique. Les médias ont évoqué le grand marché transatlantique au printemps 2014, au moment des élections européennes. Et depuis, ils n'en parlent plus guère, sauf pour relayer de temps en temps la déclaration d'un dirigeant politique. Dans ces conditions, il est d'autant plus décisif de contre-informer que les négociations sont tenues secrètes, ou en tout cas qu'ils essayent de tenir secrètes ces négociations. Et que les architectes de ces accords redoutent par-dessus tout que les peuples s'emparent du sujet. En effet, les traités de libre-échange, on l'avait montré dans l'article du Diplo, sont particulièrement sensibles à ce qu'on appelle l'effet Dracula. À l'instar du célèbre vampire, il suffit parfois d'exposer ces projets à la lumière de l'attention publique pour qu'ils se désintègrent, ou à tout le moins pour qu'ils s'affaiblissent. Ça avait été le cas en 1998 avec l'accord multilatéral d'investissement, où notamment un article paru dans le Monde diplomatique et ensuite une campagne qui avait été menée avait permis l'abandon de ce projet, qui était concocté à l'époque par l'OCDE. Et à mesure que la connaissance de l'accord et de ses enjeux gagnait le grand public, la mobilisation gonflait et les gouvernements ont fini par reculer. Le grand marché transatlantique et l'accord sur les services qui pourraient suivre, eh bien, on espère qu'on va lui faire subir le même destin. Si les grands médias faisaient leur travail, pas un habitant de ce pays, en France, n'ignorerait quelques données de base sur le grand marché transatlantique. Alors je vais rappeler quelques-unes de ces informations de base. C'est un accord qui est négocié depuis juillet 2013 entre l'Union européenne et les États-Unis, qui sont donc les deux plus puissants blocs économiques de la planète. Comme tous les traités de ce type, le GMT est marqué par la confidentialité des délibérations et l'omniprésence des lobbies qui interviennent à tous les niveaux de la négociation et inspirent directement les articles. Dit autrement, la règle de la négociation est transparence pour les multinationales, opacité pour les citoyens. Le premier objectif du grand marché transatlantique, c'est d'éliminer les barrières tarifaires, c'est-à-dire toutes les taxes qui pourraient entraver la liberté de circulation des marchandises. Alors, il faut savoir que ces barrières tarifaires entre l'Europe et les États-Unis sont déjà très faibles, de l'ordre de 3%, sauf dans le domaine du textile et de l'agriculture. Donc l'enjeu est moins les barrières tarifaires que ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Et donc le deuxième objectif de cet accord en cours de négociation de libre-échange, c'est donc la réduction des barrières non tarifaires, c'est-à-dire tout ce qui est les quotas, les formalités administratives, les normes environnementales, techniques, sociales, qui pourraient entraver le commerce entre l'Europe et les États-Unis. Et là, les enjeux sont absolument énormes. Les exemples les plus connus concernent l'harmonisation des normes sanitaires, avec la perspective de voir sur les étalages hexagonaux du poulet lavé au chlore, du bœuf aux hormones ou du porc dopé à la rectopamine. Ces merveilles donc, de l'industrie agroalimentaire américaine. Mais au-delà de ces cas très médiatisés, d'autres dossiers sont tout aussi décisifs. Les normes financières, par exemple, qui sont plus restrictives aux États-Unis depuis la réglementation dite Volcker, qui fut mise en place après la crise financière, eh bien, pourrait être affaiblie par les normes européennes, parce qu'il y a effectivement les médias, quand ils en parlent un petit peu du grand marché transatlantique, ont tendance à présenter ça comme eh bien, les Américains qui menacent l'Europe, alors qu'en réalité, eh bien, il y a également des réglementations aux États-Unis qui sont plus contraignantes que celles qu'il peut y avoir en Europe, et où ce sont les États-Unis qui sont menacés par l'extrême libéralisme de l'Union européenne en matière de finances, par exemple. Et
loin d'être juste un affrontement entre États-Unis et Europe, le grand marché transatlantique soulève plutôt des enjeux d'affrontement entre les multinationales d'un côté et les citoyens de l'autre. Donc j'évoquais les normes financières, mais il y a aussi le droit du travail qui est en jeu dans ces questions des normes non tarifaires. Les États-Unis, par exemple, ont ratifié que deux des 8 conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail qui visent à protéger les travailleurs. Il y a aussi les marchés publics qui sont en jeu. Et là, c'est un exemple de cas où les Américains sont plus protégés que les Européens. De nombreux marchés publics américains sont protégés par une loi qu'on appelle le Buy American Act, qui favorise les acteurs économiques locaux. À l'heure actuelle, seuls 32% des marchés publics américains sont ouverts aux entreprises européennes, contre 85% des marchés publics européens aux entreprises américaines. L'objectif du grand marché transatlantique, c'est que 100% des marchés publics européens et américains soient ouverts aux entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Enfin, le troisième objectif de ce grand marché transatlantique est de donner une arme aux investisseurs et aux entreprises. Selon le mandat de négociation de l'Union européenne, l'accord doit, je cite, fournir le plus haut niveau de protection possible, le plus haut niveau possible de protection juridique et de garantie pour les investisseurs européens aux États-Unis, et réciproquement pour les investisseurs américains en Europe. L'article 4 du mandat précise « Les obligations de l'accord engageront tous les niveaux de gouvernement », ce qui signifie qu'elles s'opposeront non seulement aux États, mais également à toutes les collectivités publiques, les villes, les régions, les départements. En fait, ce principe de règlement des différents investisseurs-États, ça peut se résumer comme ça, c'est que si un investisseur, une entreprise s'estime lésé par une réglementation, il sera en mesure de l'attaquer non pas devant un tribunal français ou américain, mais devant un groupe d'arbitrage privé. Donc c'est ce qu'on appelle le RDIE dans le langage des économistes, du cercle des économistes par exemple. Ces tribunaux d'arbitrage sont d'un type très particulier, puisque d'une part, seules les multinationales peuvent porter plainte contre les États, mais les États ne peuvent pas porter plainte. Il n'y a aucun mécanisme d'appel qui est prévu. Les débats s'y tiennent en général à huis clos, et les arbitres ne sont pas des juges, mais le plus souvent des avocats d'affaires ou des anciens avocats d'affaires. Le grand marché transatlantique prévoit d'inclure, en tout cas discute d'inclure un tel mécanisme d'arbitrage au sein du texte. Pour vous donner une petite idée de à quoi pourrait ressembler le monde, le type de société que nous prépare le GMT et ce type d'accord, je pourrais citer l'exemple du groupe français Veolia, qui, en 2012, a poursuivi le gouvernement égyptien parce qu'il le jugeait coupable d'avoir augmenté le salaire minimum de 41 à 72 euros. Veolia estimait que cette décision politique contrevenait aux engagements pris dans le cadre d'un partenariat public-privé signé avec la ville d'Alexandrie pour le traitement des déchets. En gros, quand ils ont signé le contrat, le salaire minimum était à 42 euros. Donc ils avaient fait leur calcul à partir de ce salaire minimum. Le salaire minimum étant passé à 72 euros, ils se sont estimés floués, ils l'ont attaqué devant un tribunal. Et ça fait 4 ans désormais que la plainte est en jeu et ça n'a toujours pas été jugé. Je pourrais donner d'autres exemples, comme par exemple en 2004, le groupe américain Cargill, qui a fait payer 90 millions d'euros au Mexique, qui avait créé une taxe sur les sodas. En 2010, la compagnie américaine Tampa Electric a obtenu 25 millions de dollars du Guatemala parce que le Guatemala avait instauré une loi plafonnant les tarifs de l'électricité, ce qui nuisait aux investissements de Tampa Electric, qui a donc porté plainte devant un tribunal d'arbitrage et qui a gagné. En 2012, c'est le Sri Lanka qui a été condamné à payer 60 millions de dollars à la Deutsche Bank en raison de la modification d'un contrat pétrolier. Le groupe suédois Vattenfall aussi a porté plainte contre la décision allemande de sortir du nucléaire d'ici à 2022 et réclame, c'est un groupe d'énergie nucléaire, et réclame 4,7 milliards de dollars à Berlin. Le 11 octobre 2014, l'hebdomadaire The Economist, qui fut créé en 1843 pour défendre le libre-échange, expliquait pourtant « Si vous souhaitiez convaincre le public que les accords de commerce international n'ont pour seule vocation que d'enrichir les multinationales aux dépens des populations, voici ce qu'il vous faudrait faire. Donner aux sociétés étrangères le droit exclusif d'en référer à un tribunal discret, truffé d'avocats d'affaires vénaux à chaque fois qu'un gouvernement entend faire passer une loi qui décourage le tabagisme, protège l'environnement ou limite les risques de catastrophes naturelles. » Or, c'est exactement ce que prévoient les dispositifs de règlement des différends entre États et entreprises. Ces tribunaux sont d'ailleurs si décriés qu'il ne faut pas exclure que les négociateurs y renoncent temporairement, histoire de faire avancer les discussions sur le grand marché transatlantique. Le 16 septembre dernier, la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, a justement présenté une version ripollinée des tribunaux d'arbitrage. Ils ne s'appelleraient plus ISDS, mais Investment Court System. Ils ne seraient plus privés mais publics et ils disposeraient d'une cour d'appel.
Enfin, les arbitres ne seraient plus nommés par les parties à chaque nouvelle affaire, mais seraient des juges permanents d'une chambre dédiée exclusivement aux différends liés au traité transatlantique. Mais comme souvent, cette disposition correspond au vieil adage « tout change pour que rien ne change », car d'une part, ce ripollinage ne plaît pas du tout aux Américains, qui ne semblent pas disposés à accepter la possibilité de faire appel, et, parce que ça rallongerait donc beaucoup la durée des procédures, et d'autre part parce que la finalité de ces tribunaux resterait identique. Il s'agirait toujours de protéger les entreprises et leurs actionnaires des choix effectués par les peuples et votés par leur gouvernement. Ainsi, seules les entreprises peuvent porter plainte contre les États, et pas le contraire, auprès de ces tribunaux, version ripollinée ou version non ripollinée. Cette tentative de ravalement de façade est intéressante à double titre. Elle montre d'abord que la Commission européenne s'inquiète de la mobilisation contre ce traité et tente de lui opposer des coups de feu. Mais cette affaire pousse aussi les eurocrates à reconnaître des faits qu'ils passaient jusque-là sous silence. Fin août, Madame Malmström, qui est donc commissaire européenne au commerce, a lâché au milieu d'un entretien à Libération une déclaration assez stupéfiante sur la manière dont les États-Unis pourraient prendre ce qui les arrange dans un éventuel traité transatlantique et rejeter ce qui les dérange. Je la cite. Un traité international ne fait pas partie de l'ordre juridique américain. Si une entreprise de bus scolaire est exclue d'un marché public lancé par une ville de l'Alabama en raison de sa nationalité, même si le traité transatlantique interdit les discriminations, elle aura un gros problème. C'est pour cela que nous avons besoin d'un accord organisant le règlement des différends dans un tel cas. En clair, la commissaire européenne au commerce nous explique que ce traité négocié depuis des années n'engagerait pas fondamentalement les États-Unis, puisque leur constitution est située au-dessus des traités dans la hiérarchie du droit, et qu'il faudrait donc mettre en place des tribunaux d'arbitrage pour inciter les Américains à respecter leur signature. Et le journaliste de Libération, qui recueillait l'entretien, donc Jean Quatremer, n'a absolument pas relevé l'énormité du propos. Je sais pas exactement combien il me reste de temps. Il reste 5 minutes, donc je vais sauter une partie. Mais moi, quand j'ai commencé à faire des conférences sur le grand marché transatlantique, ça devait être vers juillet 2014, ça finissait souvent sur disons, une tonalité assez déprimante où les gens avaient l'impression que j'avais détaillé ce qui était prévu, etc. Que, eh bien, on était foutus et qu'on ne pourrait pas du tout s'y opposer. Et souvent, les gens finissaient un petit peu eh bien, déprimés par cette conférence. Et il y avait quand même l'espoir qui était, à mon avis, un sujet central de la lutte du grand marché transatlantique, c'est que c'est une lutte qui pouvait mobiliser des gens très variés, des syndicalistes contre les atteintes aux droits du travail, des écologistes pour tout ce qui était autour des questions agricoles. Tout le monde avait une bonne raison enfin tous les militants avaient une bonne raison de pouvoir s'opposer à ce grand marché transatlantique. Et en un temps où la convergence des luttes manque un petit peu, eh bien quand le processus d'opposition, de résistance à ce grand marché transatlantique a commencé à se mettre en place, eh bien on a vu dans les réunions des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire des réunions ensemble pour s'opposer et qui avaient des parcours militants, idéologiques, politiques finalement assez éloignés des marxistes, des écolos, des anards, etc. Et ça donnait, bien que la situation, le panorama de ce que prévoyait le traité transatlantique pouvait paraître assez sombre, eh bien, il y avait cette perspective de réussir à unir des forces pour s'y opposer. Et depuis 2 ans, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de communes qui, à travers l'Europe, se sont déclarées communes hors TAFTA. Il y a un grand nombre de dirigeants politiques, etc., qui ont manifesté leur opposition à ce grand marché transatlantique. Et aujourd'hui, sans vouloir trop m'avancer, eh bien, je pense que le combat est en grande partie en voie d'être gagné, au sens où aujourd'hui, plus personne ne pourrait se présenter à l'élection présidentielle en France en défendant le projet de grand marché transatlantique et presque quelque chose, une entreprise suicidaire. Même Manuel Valls, il y a à peine 10 jours, expliquait qu'il pensait, après le Brexit, après etc., l'opposition des citoyens, que ce grand marché transatlantique ne se ferait pas. Aux États-Unis, quand on regarde actuellement la campagne présidentielle, eh bien, pendant les primaires, évidemment, Bernie Sanders y était opposé. Donald Trump s'oppose également à cet accord de libre-échange et tiré sur la gauche par
par la campagne de Bernie Sanders, même Hillary Clinton, qui avait pourtant défendu bec et ongle tous les accords de libre-échange, et notamment le traité transpacifique signé il y a quelques mois, mais l'ALENA dans les années 90, etc., se met à tenir des discours critiques sur le libre-échange. Et aujourd'hui, on est vraiment à un moment, à mon avis, assez charnière, où, eh bien, pour un parti politique, défendre ouvertement le libre-échange eh bien, est quelque chose qui, d'un point de vue électoral, est très très risqué. Et du coup, ce sont des choses qui se font de manière beaucoup plus discrète, beaucoup plus feutrée. Et c'est donc très important qu'il y ait des rencontres comme celle d'aide économistes pour pouvoir informer, discuter de ce genre de projet. Et donc voilà, je m'arrêterai là.